Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Procure en parle. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, Procure est un organisme à part entière, comme la Fondation québécoise du cancer ou la Société canadienne du cancer, mais entièrement dédié au cancer de la prostate. Et comme l'information est le premier remède, eh bien, Procure vous propose au moins à chaque mois un webinaire pour tout savoir sur ce cancer là, qui touche 12 hommes par jour. Mais avant de débuter, vous voyez probablement à l'écran là, une magnifique boîte réconfort. Je veux vous dire que j'en ai commandé une et qu'à l'intérieur, il y a plein de douceurs comme du chocolat favori, confiture maison, café, thé, chocolat chaud. Il y a 2 belles tasses et encore plus. Et que dans ces temps là, exceptionnels, on peut se permettre ces petites douceurs, là, surtout qu'elles font tellement de bien au moral. D'autant plus là, qu'en nous soutenant, alors moi, en faisant ça, ben, je soutiens Procure, même si je travaille là, ben, on vous soutient en retour. Puis vous, ben, vous soutenez également là, vos pairs qui ont reçu un diagnostic du cancer de la prostate et qui participent probablement justement au webinaire pour comprendre leur rapport de biopsie. Alors, car on le sait, le rapport de biopsie est ce qui va dicter le plan de traitement que votre urologue vous a proposé ou bien vous proposera. Et c'est pourquoi je tenais à remercier chaleureusement Dr Dominique Trudel, pathologiste et chercheuse régulière au CHUM, de même que professeur agrégé de clinique au département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, merci infiniment, Dr Trudel, d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va avoir le droit à une présentation de notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles qu'on a reçues d'avance. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA au bas de votre écran, puis elles vont être lues justement durant la période de questions. Alors, nous tenons également à remercier tous nos donateurs, évidemment, du Fonds du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire qui est Industriel Alliance, de même que notre partenaire de longue date, l'Association des urologues du Québec. Donc, merci encore une fois, Dr Trudel, d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez donc partager votre écran. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Donc, aujourd'hui, la présentation s'intitule « Comprendre votre rapport de biopsie ». Je pense que c'est une étape là, importante quand on reçoit un diagnostic de cancer ou quand un proche reçoit un diagnostic de cancer. Donc, de savoir en fait c'est quoi la maladie qui nous affecte parce que, évidemment, ben, vous le savez, quand on est atteint de cancer, quand on a un proche qui est atteint de cancer, c'est une nouvelle qui est renversante. Et si je peux vous aider un peu à démystifier qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là du rapport de biopsie, mais ça va me faire plaisir. Donc, avant de commencer, je voulais vous déclarer en fait que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Et évidemment, le webinaire que je présente aujourd'hui ne remplacera jamais une bonne discussion avec votre médecin. Donc, au cours de la présentation, si vous avez des questions sur votre cas en particulier, sachez que je ne répondrai pas à ces questions-là, tout simplement parce que l'ensemble de l'œuvre nécessite des connaissances de vous, en fait. Je dois, pour être capable de poser une opinion médicale, vous connaître et connaître votre dossier en entier, ce que je ne peux évidemment pas faire aujourd'hui. Et aussi, mais ce webinaire-là va couvrir ce qu'on voit habituellement. Évidemment, il y a toujours des exceptions. J'espère que vous ne faites pas partie des exceptions, mais en général, la médecine étant ce qu'elle est, par définition, c'est pas tout le monde c'est pas toutes les tumeurs qui lisent les livres. Ce que je voulais vous dire aussi dans mes déclarations, c'est ce webinaire-là peut être important, peut être utile, mais vous savez, je suis médecin. Je suis médecin et quand moi, je vais chez le médecin,
des fois, je sors du bureau, puis je ne sais plus exactement de quoi on a parlé ou de qu'est-ce qui m'a été annoncé, qu'est-ce qui a été dit. Aller chez le médecin, c'est une expérience qui est particulière. On entre dans un monde qu'on ne connaît pas. Et moi-même, comme médecin, dans un monde que je connais, il y a tellement d'émotions qui sont impliquées là-dedans que ça vient tout mêlant. Donc, quand vous êtes dans le bureau du médecin, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez la question. C'est sûr que votre médecin est occupé, mais c'est son rôle de répondre aux questions aussi. N'hésitez pas à prendre des notes. C'est sûr que là, on est en temps de COVID, donc c'est difficile d'avoir quelqu'un dans le bureau avec nous, mais quand on est capable d'avoir quelqu'un dans le bureau avec nous, la personne qui accompagne peut prendre des notes. Pendant que vous posez des questions, arrivez avec vos questions déjà préparées, écrites sur un papier pour être sûr de ne pas en oublier. Je pense que c'est la meilleure façon de prendre possession, en fait, de la maladie et de prendre le contrôle là-dessus, c'est d'être capable de savoir qu'est-ce qui nous touche. Donc, sans plus tarder, une fois que les déclarations sont terminées, c'est quoi un ou une pathologiste? Donc, on est habitué, là, il y en a peut-être qui se souviennent de Quincy à la télé. Vous êtes certainement familier avec CSI. Là, on est en train de voir une autopsie, évidemment. Il y a toutes sortes de choses dans la pièce. Dans la vraie vie, là, le pathologiste, en fait, c'est un médecin spécialiste qui, à partir de l'examen macroscopique, ça c'est quand on regarde en fait un organe qui a été enlevé du corps, qu'on le regarde à l'œil nu, microscopique, donc au niveau du microscope quand on regarde avec l'appareil, et moléculaire, donc quand on va déterminer les altérations génétiques, des pièces de biopsie ou de tissus prélevés lors d'interventions chirurgicales ou d'autopsie qui s'occupent de l'étude des maladies, donc posent des diagnostics. En clair, tout ce qui n'est pas des poils ou du liquide, et encore, il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà passé des cytologies urinaires, donc on fait pipi dans le pot et il y a quelqu'un qui va analyser, voir si on a des problèmes de vessie. Mais tout ce qui n'est pas des poils ou du liquide qui sort de votre corps dans un contexte médical va être analysé par les pathologistes. Il n'y a rien qui est jeté sans que ça passe dans nos mains. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va regarder en fait si on vous a enlevé la prostate, par exemple, dans une prostatectomie radicale, on va prendre la prostate, on va la couper en morceaux pour être capable de faire des lames de microscope. Et par la suite, on va regarder au microscope pour poser un diagnostic. Donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc ici, on a un de mes collègues qui est Dr Adjarès, qui enseigne à un résident qui n'est plus résident maintenant. Donc, on a un microscope. Vous voyez des lames ici là, sur les plateaux. Et on regarde au microscope. Et là, il y a deux personnes qui peuvent regarder la même chose, ce qui nous permet d'enseigner la pathologie. La formation, en fait, on est médecin, donc on a la même formation de base que les urologues ou les radio-oncologues ou que les médecins de famille. Et ça commence par des études médicales pour l'obtention du diplôme de MD. Donc, c'est 3 ans à peu près sur les bancs d'école dépendant des universités et à peu près 2 ans de stage avec les patients dans lesquels on va faire de la médecine familiale, de la gynécologie obstétrique, de la chirurgie, de la médecine interne, toutes sortes de spécialités pour voir en fait là, le spectre des maladies qui peuvent toucher l'humain. Et par la suite, on va faire une résidence qui dure 5 ans, dans laquelle il y a 1 an de stage avec les patients, plus ou moins. Ensuite, on fait 4 ans d'études de microscopie, donc apprendre la microscopie et la macroscopie. Et au final de ces études-là, en fait, on est certifié à la suite d'un examen qui est administré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Donc, l'espèce de boîte noire, là, quand l'urologue fait une biopsie de prostate et qui dit
Quand vous allez venir me revoir au prochain rendez-vous, je vais vous dire si vous avez le cancer ou pas. C'est nous, la boîte noire, qui dit si vous avez le cancer ou pas. Donc, comment on diagnostique le cancer de la prostate? Comment on fait un diagnostic définitif? Pour le diagnostic définitif, en fait, on va utiliser une biopsie. Donc, évidemment, on ne fait pas une biopsie à tout le monde, comme tout le monde va avoir l'occasion de se faire vacciner prochainement. C'est s'il y a une anomalie suite au dépistage initial, qui peut être soit un APS élevé, soit un toucher rectal. Donc, on va passer ensuite par le rectum la plupart du temps, aller porter une aiguille dans la prostate et là, on va aller récolter le tissu. Donc, une fois qu'il y a du tissu qui sort de votre corps, c'est analysé par le pathologiste. Et c'est là qu'il va permettre d'évaluer, en fait, si la prostate présente un cancer. Il y a une résonance magnétique qui peut précéder la biopsie, mais pas dans tous les cas. C'est à l'urologue, en fait, de déterminer si c'est adéquat ou non. Et la biopsie va permettre d'établir le type de cancer de la prostate. Évidemment, ce n'est pas parce que vous avez une biopsie que vous allez avoir un cancer de la prostate et ce n'est pas parce que vous avez un cancer que vous allez nécessairement être traité. Parce que ça vient avec l'analyse de l'ensemble du portrait, à savoir quel traitement va être offert à qui. Donc, quand nous, on reçoit la biopsie comme pathologiste, la première question qu'on se pose, c'est bénin ou malin? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la survie, donc le cancer, c'est malin, ou c'est quelque chose qui, la plupart du temps, n'aura pas d'impact sur la survie? C'est bénin. Donc, ça peut être une masse, ça peut être de l'inflammation, ça peut être toutes sortes de choses. Et il y a plusieurs types de bénin, donc il va y avoir plusieurs mots qui peuvent être utilisés dans le rapport de pathologie pour décrire le bénin. Donc, ce qui est important de trouver, ce n'est pas nécessairement de savoir tous les mots qui décrivent le bénin. Ce qui est important de savoir, c'est quoi les mots du cancer. Donc, les mots du cancer, quand il y a un cancer qui est présent dans la prostate, ça va être cancer, adénocarcinome, carcinome ou malin. Évidemment, là, il y a un test de lecture parce que des fois, on écrit absence de cancer. Fait qu'évidemment, si c'est écrit absence de cancer, vous n'avez pas le cancer. On va utiliser des diagnostics pour chaque zone de biopsie que vous allez avoir eue. Donc, ça se peut que dans la première zone de biopsie, ça soit bénin ou absence de cancer et que dans la deuxième, on parle d'un adénocarcinome ou d'un carcinome. Mais si vous voyez en fait dans votre rapport les mots cancer, adénocarcinome, carcinome ou malin, c'est que vous avez effectivement un cancer de la prostate. Mais si vous ne voyez pas ces mots, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de cancer dans votre prostate. Les mots peuvent être très longs. Par exemple, un des mots qu'on utilise, ça peut être hypertrophie. Hypertrophie, là, vous n'êtes pas obligé de retenir le mot, mais hypertrophie, c'est plus long que cancer. Mais ça veut rien dire parce que l'hypertrophie, en fait, c'est une grosse prostate. Donc, c'est vraiment les 4 mots qu'il faut chercher, cancer, adénocarcinome, carcinome ou malin. Ça se peut, dépendant de ce qui se passe autour, votre APS, le toucher rectal, l'imagerie qui a été faite, ça se peut que votre médecin veuille quand même répéter la biopsie, même si vous ne voyez pas les mots du cancer dans votre rapport. À ce moment-là, c'est parce que votre médecin pense qu'il y a quelque chose de pas correct et que la biopsie aurait manqué, en fait, le cancer. Ça arrive. Mais si vous voyez les mots du cancer, ça peut être accompagné des adjectifs comme conventionnel, acinaire, canalaire, mucineux. Je pourrais vous en nommer là, une bonne partie, mais bien sincèrement, ne vous souciez pas de l'adjectif. Ce qui est important, c'est les 4 mots du cancer. Cancer, adénocarcinome, carcinome ou malin. Une fois que vous savez ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un cancer. Donc, s'il y a du cancer, la deuxième étape pour le pathologiste,
c'est de déterminer si le cancer est agressif ou non. Parce que vous savez, le cancer de la prostate, vous pouvez faire partie des chanceux pour lesquels ça n'affectera pas du tout votre survie, comme ça peut être un cancer qui peut menacer votre vie dans les prochaines années ou même dans les prochains mois. Mais nous, comme pathologistes, une fois qu'on a fait la première question qui est est-ce qu'il y a du cancer ou pas, notre travail, c'est de déterminer en fait si le cancer il est agressif ou non. Pour vous amener dans un monde que vous connaissez peut-être plus que la pathologie, je vais faire des comparaisons avec l'armée. Donc, dans l'armée, quand on a une armée, là, mettons qu'on est un général puis qu'on veut savoir si l'armée du voisin ou le cancer, en fait, est puissant ou non. On va vouloir savoir de quelles armes l'armée dispose-t-elle. Évidemment, c'est pas pareil attaquer un pays qui a l'arme nucléaire que attaquer un pays qui a une infanterie puis à peine des carabines. Donc, ça, c'est une des choses qu'on veut savoir. Puis ce qu'on veut savoir aussi, c'est quels territoires sont occupés par l'armée. Si on est un général d'armée, puis là, on veut s'attaquer à une autre armée, donc si on veut s'attaquer au cancer, bien, si l'armée qu'on veut attaquer, elle est dans 3 maisons dans une petite ville, bien, on est assez confiant qu'on va être capable de renverser cette armée-là. Par contre, si l'armée qu'on veut attaquer a déjà envahi 3 autres pays que le sien, bien, on se doute que le combat va être un peu plus difficile. Et ça se pourrait qu'on ait un très petit territoire qui est occupé avec une arme de destruction massive. Et ça se pourrait qu'on ait un très grand territoire occupé par des gens qui ont à peu près, qui n'ont que leur désespoir pour se battre. Donc, en pathologie, en fait, c'est l'espèce de verbiage, en fait, qu'on transfère en grade. Donc, les armes de l'armée, pour nous, c'est le groupe de grade ou le score de Gleason. Normalement, dans les rapports actuels de pathologie, vous allez voir les deux, le groupe de grade et le score de Gleason. Mais ça se peut que vous voyez juste le groupe de grade ou juste le score de Gleason. Donc, ça, c'est une façon de décrire, en fait, si le cancer il est agressif ou non. Et quand on veut aller voir quels territoires sont occupés par l'ennemi, à ce moment-là, on parle du volume tumoral dans une biopsie. Et quand on est dans une chirurgie ou quand on évalue ce qu'il y a autour de la biopsie, on parle du stade. Donc, est-ce qu'il y a du cancer dans les ganglions? Est-ce qu'il y a du cancer dans les os? Ou est-ce que le cancer, il est limité à la prostate? Donc, évidemment, plus le cancer il est limité à la prostate, plus c'est facile de le vaincre. Donc, le groupe de grade, c'est l'équivalent des armes. Donc, évidemment, vous allez voir le schéma à la diapositive suivante, les pathologistes génito-urinaires qui font des biopsies de prostate, on a compliqué les choses pour des raisons historiques. Mais en fait, il y a 3 formes de cancer qu'on reconnaît, qu'on appelle par des chiffres. Donc, le patron 3, le patron 4 ou le patron 5. Donc, le patron 3, c'est un peu l'équivalent d'une armée qui a des machettes. Le patron 4, c'est une armée qui a des carabines et le patron 5, c'est une armée qui a des tanks. Évidemment, là, j'ai pris des armes juste pour vous donner une idée ordonnée, en fait. Donc, le patron 5 est vraiment plus agressif que le patron 3. Je ne suis pas général d'armée. Et là, dépendant de la proportion de chacun des patrons, on va en faire un score qui va de 6 à 10. Alors oui, ça ne commence pas à 1. Ça ne peut pas commencer à 1 parce que c'est une addition. Mais ça commence à 6. Et comme le maximum, c'est 5 plus 5, ça finit à 10. Il y a quelqu'un qui est venu à la raison puis qui a dit, ben là, il n'y a pas personne qui va comprendre. Tu sais, tu as un cancer qui est à 6, mais c'est le plus bas. Donc, on va transformer ça en groupes de grades qui, eux, vont de 1 à 5.
Donc, grosso modo, ça décrit si les armes de l'ennemi ou du cancer sont fortes ou si elles ne le sont pas. Ce que ça donne, donc vous voyez ici les patrons 1 et 2, en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas arriver à autre chose que 6, c'est parce que les patrons 1 et 2 qui, à l'époque de Gleason, dans les années 60, considéraient que c'était du cancer, on a réalisé avec le temps qu'en fait, ce n'était pas du cancer. Donc, il nous reste les patrons 3, 4 et 5. Ça, c'est des schémas des choses qu'on voit au microscope. Et nous, on additionne. Donc, le groupe de grade 1, c'est un 3 plus 3 égale 6. Et ça, c'est un risque de progression qui est faible. Le groupe de grade 2, c'est un 3 plus 4 qui donne 7. Et ça, c'est intermédiaire favorable. Et c'est très différent, en fait, du groupe de grade 3, qui est 4 plus 3 égale 7, qui est intermédiaire défavorable. La raison pour laquelle il y a une différence entre les deux, c'est que notre score, en fait, il est fait à partir du pourcentage de patron 4 et du pourcentage de patron 3. Donc, le patron 4, il est plus fort, il est plus agressif que le patron 3. Donc, dans un 3 plus 4, il y a plus de 3 que de 4, et dans un 4 plus 3, il y a plus de 4 que de 3. Donc, si on revient à l'image de l'armée, si on a un patron 3 plus 4, on a plus de machettes que de carabines, mais dans un 4 plus 3, on a plus de carabines que de machettes. Donc, évidemment, l'armée qui a plus de carabines que de machettes est quand même plus forte que l'armée qui a plus de machettes que de carabines. Ensuite de ça, on passe au groupe de grades 4 et 5 qui sont des risques de progression élevés. Donc là, dans le groupe de grade 4, c'est tout ce qui donne 8, et dans le groupe de grade 5, c'est tout ce qui donne 9 et 10. Ce que ça veut dire, en fait, le plus bas, le mieux. Donc, soit un 6, soit un 1. Normalement, vous devriez retrouver les deux dans le rapport, mais ça se peut que vous n'ayez que le 6 ou que le 1. Mais ça donne bien parce qu'il y a une échelle qui va de 1 à 5, puis l'autre échelle qui va de 6 à 10. Fait que normalement, là, ça ne se chevauche pas. Et à la biopsie, en fait, étant donné que ça définit, entre autres, le risque de récidive, ça va vous permettre d'aider à définir quel va être le meilleur traitement pour vous. Et si vous avez besoin de passer à d'autres tests comme des tests d'imagerie pour savoir si le cancer, en fait, est répandu dans d'autres organes. Après la chirurgie, si vous avez eu une chirurgie, ça va nous aider à prédire le risque de récidive et savoir si vous avez encore besoin de traitement supplémentaire là, suite à la chirurgie. L'étendue du cancer, ensuite, au niveau de la biopsie, ce n'est pas la même chose qu'au niveau de la chirurgie. Donc, au niveau de la biopsie, ce qu'on reçoit, nous, là, vous voyez ici un faible grossissement d'une lame de microscope. Donc, on va recevoir en fait des cylindres biopsiques comme ça. Et ici, j'ai illustré si j'avais du cancer là, dans cette portion-là. Donc, on va fournir comme pathologiste soit la longueur en millimètres du cancer. Évidemment, dans le rapport de pathologie, on a pris soin de mesurer la longueur du cylindre au complet. Donc, éventuellement, l'urologue est capable de faire la division du nombre de millimètres sur la longueur du cylindre pour savoir le pourcentage qui est atteint. Et on a on fournit une estimation du pourcentage du cylindre qui est occupé. Fait qu'ici, ce serait probablement 25 à 30 du cylindre qui est occupé. Au moment de la biopsie, on n'évalue pas le stade comme tel par la biopsie. Ce qu'on va évaluer, en fait, c'est vraiment juste la longueur du cylindre qui est atteint. Et évidemment, bien, dans notre rapport, on va être capable de donner le nombre de cylindres qui sont atteints. À cette étape-là, en fait, le stade va être déterminé par l'urologue puis les examens d'imagerie si on a besoin d'aller faire de l'imagerie pour aller préciser le score, pour aller préciser en fait si le cancer est sorti de la prostate. Et à cette étape-là, le stade va être déterminé au niveau du toucher rectal principalement.
Par contre, le grade de Gleason et le groupe de grade, le nombre de cylindres touchés puis le pourcentage de tissu atteint, ça va aider à déterminer c'est quoi le groupe de risque et les options thérapeutiques qui sont offertes en fait en fonction des groupes de risque de chacun des patients. Donc, je passe à certaines questions qu'on a reçues avant la présentation. Puis, je vous encourage là, à poser d'autres questions là, pour la suite du webinaire, là, surtout si je n'ai toujours pas répondu à la vôtre là, suite à cette séance de questions-là. Donc, première question. J'ai passé un IRM, donc une résonance magnétique, avec comme résultat un PIRADS 4 dans un lobe et un PIRADS 5 dans l'autre. Mon urologue m'a cédulé une biopsie. Pourquoi faire une biopsie si c'est un cancer? Excellente question. Donc, la nomenclature PIRADS, en fait, c'est le risque que ce soit un cancer. Par contre, on sait que le cancer de la prostate est associé à différents risques de mortalité selon les caractéristiques, dont le grade de Gleason qui peut être juste identifié à la biopsie et le volume tumoral qu'on identifie à la biopsie aussi. C'est essentiel pour bien planifier les traitements de connaître le grade tumoral, soit le score de Gleason qui va de 6 à 10 ou le groupe de grade de 1 à 5 et l'étendue du cancer aussi. Comme la nomenclature PIRADS, c'est une indication en fait qu'il y a un cancer, mais ce n'est pas sûr à 100%. On veut aussi confirmer qu'il y a bel et bien un cancer avant de sortir l'artillerie lourde là, pour traiter. Question numéro 2, qui est aussi une excellente question. J'ai lu qu'une biopsie de la prostate en présence de cancer pouvait répandre des cellules de cancéreuses. Est-ce vrai? Ma réponse simple, c'est pas du tout. En fait, quand on regarde dans les... Il y a effectivement certains types de cancers qui peuvent être répandus par une biopsie. Je pense notamment au cancer de l'ovaire. Et dans ces cas-là, en fait, on n'est pas fou. Là. Si on sait que l'aiguille de biopsie risque de faire une traînée, en fait, de cellules cancéreuses, on ne fera pas la biopsie. Donc, dans le cancer de l'ovaire, on va faire de l'imagerie et le plus souvent, on va aller à la chirurgie d'emblée parce qu'on sait qu'il y a un risque qui est associé à la biopsie. Ça va arriver dans certaines conditions particulières où on va vouloir prouver la maladie sans opérer la patiente. Par contre, dans les biopsies de prostate, juste pour vous donner une idée, au CHUM où je pratique, on fait environ 1600 biopsies par année de cancer de prostate que nous, on lit. Et là-dessus, il n'y a pas personne que son cancer s'est fait répandre par les aiguilles de biopsie. Puis en fait, quand on regarde la prostate une fois l'opération faite, on ne voit même pas les trajets de l'aiguille. Donc, la biopsie de prostate, c'est une procédure qui est très sécuritaire là, en termes d'essaimage puis de répandre des cellules cancéreuses. Question numéro 3. Celle-là, je l'ai trouvée plus compliquée. À quelle fréquence une biopsie manque-t-elle la présence de cellules cancéreuses, donc un diagnostic de cancer de la prostate? Ça, c'est la question piège. Donc, évidemment, le pathologiste avec la biopsie, c'est l'étalon d'or ou le gold standard, comme on dit en anglais, pour déterminer s'il y a un cancer de la prostate. C'est pas évident de détecter le cancer de la prostate par des examens d'imagerie. C'est un peu plus facile maintenant avec l'IRM, mais c'est pas nécessairement toujours la bonne chose qu'on voit. Donc, la biopsie, c'est l'élément central du diagnostic. Donc, ce qu'on peut voir dans les publications, c'est le pourcentage de cancer qu'on attrape en fonction des différentes façons de faire des biopsies de prostate. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le taux de faux négatif, donc une biopsie qui va manquer
les cellules cancéreuses. Ça va varier avec la grosseur du cancer puis le risque individuel d'avoir un cancer de la prostate. Évidemment, si je vous disais qu'on va faire des biopsies à 100 hommes qui ont entre 20 et 30 ans, on va vérifier combien de cancers on va détecter. Bien, c'est sûr qu'on va avoir 0 cancer parce que ce n'est pas l'âge pour le cancer de la prostate. Si on dit par contre qu'on va prendre 100 hommes qui ont un toucher rectal positif avec un APS qui est au-dessus de 10, bien, les chances d'avoir des cancers sont vraiment plus élevées. Donc, c'est sûr que la biopsie va moins manquer de cancer de la prostate. Donc, tout ça aussi, ça dépend de chez qui on fait les tests. Par contre, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est qu'il y a des algorithmes qui existent qui permettent quand même d'évaluer le risque d'avoir manqué un cancer chez un homme en particulier. Donc, vous avez eu une biopsie négative en fonction de votre APS, votre toucher rectal, votre histoire familiale, entre autres. On va aller évaluer, en fait, si on a besoin d'avoir une autre biopsie parce que le risque d'avoir manqué votre cancer, il est très élevé, ou si vous pouvez dormir tranquille et attendre dans quelques années avant de repasser un dépistage. Par contre, le schéma actuel de biopsie qui est fait, donc on va aller chercher 12 cylindres dans 6 zones de la prostate, a l'air d'être pour l'instant le plus optimal. Ou celui, en fait, qui rapporte le plus là, pour le moins de complications puis le plus de facilité. Donc, dans les biopsies, si vous avez regardé votre rapport de biopsie, vous avez probablement vu des zones de la prostate comme apex, médian, base, ou des chiffres comme D2, D4, D6. Et ça, ce sont les zones de la prostate. Donc, la prostate, là, ça a l'air soit d'un casque d'Astérix, soit d'un lapin, en fait, avec ses oreilles. Ça, c'est les vésicules séminales. L'apex, c'est ce qui est le plus proche de l'extrémité du pénis. Et la base, c'est ce qui est le plus proche de la vessie. Donc, c'est tout simplement les zones de la prostate. Donc, la base, c'est proche des vésicules séminales et de la vessie. Le médian, c'est le milieu. Et l'apex, c'est ce qui est le plus proche du pénis. Question 5 est une excellente question. Que veut dire fragment et quelle est l'importance du diamètre? Parce que vous avez remarqué, tantôt dans la présentation, je parle de millimètres de tumeur ou de pourcentage de cylindres, mais je ne parle jamais du diamètre. En fait, c'est parce que le diamètre est toujours le même. Donc, comme le diamètre est toujours le même, par définition, on donne des longueurs. Ça va arriver quand la tumeur est minuscule qu'on va aller préciser, mais en général, comme par exemple, moi, en bas de 5% ou en bas de 1 mm, je ne précise pas. Ce n'est pas une tumeur là, qui est de grande taille. Et par contre, parfois, les cylindres vont être fragmentés. Donc, normalement, on sait le nombre de cylindres qui ont été envoyés. Mais dans la manutention, des fois, les tissus sont plus fragiles. Ils peuvent avoir des fragments, en fait, au lieu des cylindres entiers. Donc, à ce moment-là, soit qu'on parle de fragments pour les cylindres ou soit qu'on dit cylindres fragmentés parce que le décompte est plus difficile à ce moment-là. Ensuite, une autre question, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un envahissement périnerveux? Donc, on se souvient, le cancer, dans le fond, c'est une armée et le cancer veut, évidemment, le cancer n'a pas de volonté propre, veut envahir le corps. Et les cellules vont vers des endroits de moindre résistance, comme les nerfs. Évidemment, bon, vous savez, des fois, il y a des bancs de neige. Bien, quand il y a des bancs de neige, on regarde là où la neige est le moins profonde, puis c'est là qu'on passe. Puis quand ça fait 4-5 personnes qui passent là, bien, tout le monde va passer dans le sentier qui est tapé. Donc, les nerfs, en fait, qui sont des boyaux qui vont passer entre les organes puis la moelle épinière au final, c'est pour le cancer, en fait, c'est comme une autoroute. Fait qu'une fois qu'on est accroché sur le nerf, mais c'est très facile parce que le chemin est déjà tapé comme dans un banc de neige.
Donc, parfois, la tumeur va engainer un nerf. À la biopsie, quand on le retrouve, c'est un facteur d'agressivité et on va en parler. Par contre, ce n'est pas un gros facteur d'agressivité et c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé dans le reste de la présentation, parce que tous les cancers de la prostate en ont. Jusqu'à date, là, si j'en vois pas au premier coup d'œil, si je cherche, j'ai toujours trouvé des envahissements périnerveux, en fait, dans les cancers de la prostate. Mais quand on le retrouve à la biopsie, c'est comme si on avait identifié, en fait, une tumeur dans laquelle il y en avait plus que d'habitude, ce qui fait qu'on l'a trouvé. Donc, c'est pour ça que c'est un facteur un peu d'agressivité. Une question importante, comment obtenir les résultats de ma biopsie? Bon, votre urologue vous a dit, je vais envoyer ça à votre médecin de famille. Le médecin de famille vous dit, je ne vous l'ai pas retrouvé. La place où il faut appeler, c'est les archives de l'hôpital où la biopsie a été effectuée. C'est vraiment eux qui sont les gardiens du dossier de l'hôpital et ça vaut pour tout le dossier médical. Hein. Si vous avez besoin d'obtenir une portion de votre dossier médical, vous passez par les archives de l'hôpital. C'est eux qui détiennent les clés de la voûte pour vous donner accès aux données qu'il y a dans votre dossier médical. Question 8. Est-il possible d'avoir un résultat d'IRM PIRADS4 dans un lobe et un PIRADS5 dans un autre? Un toucher rectal positif, un APS à 28,8 et un score de Gleason de 6, 3 plus 3, donc de groupe de grade 1. Oui, c'est possible. Des fois, ce qui se passe, c'est que l'aiguille de biopsie peut contourner comme un cancer qui est trop dur. Donc, à ce moment-là, au lieu d'échantillonner le cancer, ça échantillonne ce qui est à côté. Et il faut se souvenir qu'il n'y a aucun outil qui est parfait. La résonance magnétique, il y a des faux positifs, des faux négatifs. La biopsie, parfois, on va justement parce qu'on peut évaluer juste qu'est-ce qui a été échantillonné. Donc, ou des fois, il y a une question d'interprétation. L'APS, si vous avez eu un toucher rectal juste avant de faire votre prélèvement, il va être faussement élevé. Il y a toutes sortes de conditions qui peuvent augmenter l'APS et à l'inverse, il y a des cancers pour qui ne génèrent pas d'augmentation de l'APS. Le toucher rectal n'est pas 100% positif non plus toujours. Donc, tous les examens sont à risque de faux négatifs et de faux positifs ou de mauvaise interprétation. C'est la raison pour laquelle l'urologue il est spécialisé là-dedans. C'est la raison pour laquelle on a 10 années d'études universitaires, parce que l'urologue, lui, va avoir comme rôle d'intégrer toutes les données disponibles puis d'en faire une évaluation du risque individuel. Donc, soit qu'on redemande une biopsie ici, dans ce cas-là, ou on va directement au traitement, ça dépend des autres données. Par exemple, dans ce cas-ci, si le patient avait un scan à côté qui démontrait une métastase osseuse, bien, probablement que ce n'est pas le cancer de score de Gleason 6, 3 plus 3, groupe de grade 1 qui a causé ça. Donc, on l'a manqué. L'autre chose aussi, quand on regarde les biopsies de prostate, la biopsie de prostate, en fait, c'est un cylindre là, qui a 1,2 à 1,5 cm en général et qui a 0,6 mm de diamètre. Donc, on fait 12 cylindres qui sont de petite taille et ça échantillonne même pas 1% de la prostate. C'est pour ça qu'on va les prendre dans des zones particulières. Mais il y a des fois, les cancers, ils sont juste pas dans les biopsies. Donc, c'est vraiment à ce moment-là à l'urologue d'évaluer les risques, d'évaluer s'il faut refaire une biopsie, d'évaluer s'il faut aller directement au traitement. Et c'est la raison, en fait, comme je vous dis, c'est la raison pour laquelle on a 10 années d'études universitaires dans le domaine pour être capable de trier, en fait, toutes ces informations-là. Donc, en conclusion,
Bien, la biopsie, c'est pas si simple que ça. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui implique beaucoup de choses. Les mots du cancer, hein, pour savoir si on a un cancer dans notre biopsie de prostate, c'est cancer, adénocarcinome, carcinome ou malin. Il faut faire attention parce que si c'est écrit absence de cancer, bien, vous n'avez pas le cancer, même s'il y a un mot du cancer dans votre rapport de pathologie. Si vous avez un cancer, par contre, normalement, le pathologiste va avoir décrit le grade, donc va avoir décrit en fait c'est quoi les armes du cancer. Est-ce que le cancer a des machettes, des carabines ou des tanks? Donc, dans les deux systèmes de grade, soit qu'on a de 6 à 10, donc 6 est le plus bas, ou de 1 à 5 et 1 c'est le plus bas. Et ensuite, on va aller évaluer en fait le stade du cancer, donc quels sont les lieux envahis. Puis dans le rapport de biopsie, ça va être estimé en pourcentage du cylindre atteint ou en millimètres. Évidemment, le rapport de biopsie est toujours interprété avec les autres données cliniques pour orienter soit les prochaines biopsies, soit le traitement. Et comme je vous ai dit en début de présentation, n'hésitez pas à questionner votre urologue. C'est lui qui connaît le mieux votre dossier et n'hésitez pas à prendre des notes, arriver préparé avec des questions. Prenez des notes pour vos réponses. Si vous avez le droit d'avoir quelqu'un avec vous, demandez à l'autre personne de prendre des notes. Quand on sort du bureau du médecin, c'est normal d'être tout à l'envers et d'être tout chamboulé. Si on a pris des notes, c'est plus facile de se recentrer puis de savoir qu'est-ce qui a été dit dans le bureau du médecin. Donc là-dessus, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, vous m'entendez bien, docteur Trudel? Oui, très bien. OK, merci. C'était excellent. Merci infiniment pour cette présentation-là. Là, je pense que on en avait besoin. C'est pas un webinaire qu'on a fait dans le passé. Donc, je crois que ça va être un webinaire qui va être quand même assez populaire et qui sera définitivement là, promu par notre équipe d'infirmières. Pour revenir sur votre dernier conseil, je voulais juste rappeler à tous les participants, évidemment, qu'on a une équipe d'infirmières spécialisée en uro-oncologie. Si vous rencontrez votre urologue, on peut vous aider à préparer vos questions. Vous nous appelez sur notre ligne 1855. Vous avez juste à aller sur le site de procure.ca. Vous allez nous trouver. On peut le faire par clavardage. On va vous soutenir. On va préparer les questions avec vous. Et puis, il va de soi que, advenant que vous ayez une rencontre avec votre urologue par téléphone et non en présentiel, qui est un mot très populaire ces temps-ci, là, et que vous êtes en couple, bien, n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, évidemment, d'avoir votre conjoint sur une autre ligne pour entendre les mêmes informations que l'urologue va vous fournir. Cela dit, docteur Trudel, on a reçu quelques questions. Je vais commencer avec une question toute simple, mais on me l'a posée en fait aujourd'hui. On l'a reçue aujourd'hui sur notre ligne 1855. Est-ce que les cellules de la prostate se régénèrent après une biopsie quand on enlève justement 12 cylindres? Ou bien est-ce qu'on se retrouve avec 12 petits trous qui vont demeurer là, puis à la prochaine biopsie, avec 12 cylindres encore qu'on enlève, si on est en surveillance active, à titre d'exemple, on se retrouve maintenant avec 24 petits trous. Alors, je trouvais que c'était une bonne question. Bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la prostate, c'est un organe qui est très, très musculaire. Hein? Donc, quand on fait une biopsie de prostate, puis là, je vais peut-être vous donner des détails qui sont plus graphiques que ce à quoi vous vous attendez. Mais comme pathologiste-chercheur, j'ai déjà fait des biopsies de prostate sur des prostates qui avaient déjà été enlevées. Donc, évidemment, quand on est chez l'urologue, puis que là, on a la biopsie transrectale, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans la prostate. Mais là, je tiens la prostate dans ma main, évidemment, avec un gant. Et on a un fusil à biopsie et on prend la biopsie. Et je peux vous dire qu'immédiatement après la biopsie,
c'est impossible de savoir où la biopsie a été prise parce que la prostate, en fait, va se contracter autour. Et quand on a des patients, nous, qui ont été suivis en surveillance active avec plusieurs biopsies subséquentes, puis qui, à un moment donné, se font opérer. Donc, nous, quand on voit la prostate, là, on peut voir en fait qu'il y a eu une multitude de biopsies de prostate. Et quand on regarde le tissu prostatique, c'est impossible de voir où est-ce que les biopsies ont été prises. Donc, je ne sais pas si les cellules se régénèrent, parce qu'évidemment, là, c'est impossible à déterminer, mais je sais que ça ne fait pas, en fait, de cicatrices dans la prostate. Ça ne laisse pas de trajet prostatique. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Je pense que oui. J'ai eu 2 questions. Ça rejoint fort probablement la présentation, là, évidemment, que vous avez fait. Puis je pense que vous ne serez pas surprise. J'ai eu une biopsie qui était positive, j'ai eu une biopsie qui était négative par la suite. J'en ai une autre, c'est exactement le même patron ou pattern. J'ai eu 2 biopsies positives, j'en ai eu une négative. La dernière est positive. On est toujours évidemment ici dans le groupe 1, le 3+3. Pourtant, ils sont allés chercher les échantillons dans les mêmes zones. Comment ça se fait que c'est positif, c'est négatif? Probablement tout simplement parce que c'est une petite tumeur. Évidemment, quand on est en surveillance active, par définition, c'est des tumeurs qu'on ne palpe pas au toucher rectal, à moins que quelqu'un décide de prendre le risque de dire, ben moi, je ne veux pas avoir les effets secondaires de la chirurgie, donc laissez-moi en surveillance active, puis je déciderai au cours de l'évolution de la maladie. Mais normalement, en fait, quand on est en surveillance active, la tumeur, elle n'est pas détectable et elle est petite. Donc, même si on est dans les mêmes zones, la prostate, là, d'habitude, chez les hommes qui sont en âge d'avoir un cancer de la prostate, c'est gros comme une clémentine. Bon, vous savez, il y a des grosses clémentines, il y a des petites clémentines. Bien, c'est la même chose pour les prostates. Il y a des petites prostates, puis il y a des prostates qui sont de plus grande taille. Et on se souvient là, que les biopsies ont un diamètre de 0,6 mm. Donc, c'est même pas 1 mm de diamètre. Et ça a à peu près 1,2 à 1,5 cm de long. Donc, même si on prend 12 cylindres, dépendant de où on les prend, ça se peut qu'on n'accroche pas la tumeur qui est petite. Donc, c'est tout simplement une question d'échantillonnage. OK, très bien. Je vais passer à l'autre question. On va revenir sur l'IRM et la biopsie, parce qu'on a souvent ces questions-là. J'ai encore eu une question par rapport à ça. La question, c'est, bon, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'IRM et ensuite une biopsie? La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste une biopsie ciblée à partir du moment qu'on a un PIRAD, exemple de 4 ou 5, donc suspect, à défaut d'y aller avec une biopsie ciblée, puis en même temps, tout faire la biopsie de la prostate? Bien, en fait, une des particularités, donc l'IRM, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau dans le monde du cancer de la prostate. Mais dans ma pratique, j'ai des PIRAD 5 dans lesquels on retrouve la tumeur uniquement dans les zones de biopsie systématique, donc dans les 12 cylindres qu'on aurait pris de façon standard. L'IRM aurait tendance à augmenter finalement le pourcentage de cancer qu'on trouve, mais c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Donc, est-ce qu'on préfère attendre pour les IRM, ce qui au Québec n'est pas nécessairement, on n'aura pas une IRM à l'intérieur des 2 prochains mois, ou si on préfère faire une biopsie et au besoin aller chercher plus loin avec l'IRM si on a un doute. Donc, l'IRM n'est pas parfaite non plus et juste les zones ciblées, on semble manquer des cancers.
Donc, c'est des questions qui sont appelées en fait à être en évolution avec l'évolution des stratégies de résonance magnétique et l'évolution des biopsies aussi. Très bien, merci. J'ai une autre question pour vous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais si la biopsie ne peut pas répandre de cellules cancéreuses, pourquoi Héma-Québec refuse-t-elle pendant 5 ans un don de sang de la part d'une personne qui est ou a été atteinte d'un cancer de la prostate? En fait, c'est pas une question de est-ce que la biopsie peut répandre des cellules cancéreuses. Là, je m'avance parce qu'évidemment, je travaille pas chez Héma Québec, mais dans le sang de certaines personnes qui ont du cancer, évidemment, si vous avez des métastases, vous allez avoir des cellules circulantes de cancer. Donc, j'ai l'impression, puis là, j'y vais avec doigté, que c'est pas juste le cancer de la prostate, que ce sont tous les cancers, parce qu'on veut éviter ça, mais j'ai pas plus d'informations que ça, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas la biopsie, c'est plus la nature de la maladie que la biopsie. Merci. Docteur Trudel, est-ce que la prostate est composée de plein de vaisseaux sanguins, ce qui pourrait expliquer, suite à une biopsie, sang dans les urines, sang dans le sperme qui dure pendant un bon bout de temps? Ça inquiète beaucoup de patients. Bien, c'est sûr qu'il y a des vaisseaux sanguins, là, il faut, pour être capable d'avoir des cellules vivantes, il faut les alimenter en oxygène. Et il y a toutes sortes de petits vaisseaux sanguins. Il y en a des plus gros aussi. Mais c'est la raison là, pour laquelle on a du sang dans les urines, du sang dans le sperme, parce qu'on va avoir été touché des petits vaisseaux. Par contre, il n'y a pas de grandes artères dans les chemins où est-ce qu'on prend des biopsies, donc il n'y a pas d'exsanguination qui vient avec ça. Très bien. Je vais... Le webinaire tire sensiblement à sa fin. Là. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'en aurais peut-être une dernière. Elle est arrivée là, par le biais de Facebook. Et elle est très technique. C'est par rapport au rapport de biopsie. Est-ce que le rapport de biopsie, vous avez dit 12 cylindres dans 6 zones, est-ce que les zones sont interprétées par spécimen A, B, C, D ou... Je veux juste savoir si cette question-là vient d'ici ou bien non, si elle vient de l'Europe, là. Parce que là, on me posait la question. Oui? En fait, c'est que dans nos rapports de pathologie, nous, pour se retrouver sur les lames de microscope, quand on regarde les étiquettes, on a le numéro de pathologie, puis qui est le numéro au laboratoire. Donc, dans le laboratoire du CHUM, le premier cas qui arrive de l'année, c'est le cas 1, le deuxième, c'est le cas 2, et ça va jusqu'à 50 000 ou à peu près. Donc, ça nous permet d'identifier les cas, mais on reçoit là, 6 petits pots en général, 6 à 12 petits pots avec chacun 2 ou 1 cylindre de biopsie. Et ça va être transféré dans des petites boîtes en plastique qui ont à peu près 3 par 2 cm de diamètre et qui ont à peu près 5 mm d'épais. Donc, nous, on ne peut pas écrire un roman sur cette petite boîte de plastique-là qui va nous servir à préparer les lames de microscope. Donc, chaque pot qu'on a reçu, chaque cylindre, il est associé au numéro de pathologie et on lui met une lettre. Donc, nous, comme pathologistes, on sait que la zone D2, donc la deuxième zone à droite, correspond au spécimen A, et c'est ça qui est écrit sur les lames. Donc, c'est tout simplement là, un code pour nous être capable de se comprendre de A à Z dans le laboratoire. Là. OK, c'est très bien. Mais je comprends que ça peut être déstabilisant. Là, pourquoi c'est A, B, C, D, E, F? Voilà.
C'est ça, c'est parce que lui, ce qu'il disait, c'est que, exemple, spécimen A, localisation G1, type histologique, adénocarcinoma, acineux, grade 1, 3 plus 3, 6. Bon, pour moi, là, c'est comme, OK, il y a un cylindre, puis son score de glycine, il est de 6 ou groupe grade 1. Euh, mais c'était l'histoire du spécimen A, là, c'est ce qu'il voulait savoir. Là. Alors, C'est tout simplement, c'est un peu comme le numéro de dossier à l'hôpital là, qui nous permet de retrouver le dossier papier. Mais c'est la même chose pour nous, sauf que c'est au niveau là, du processus histopathologique. Là. très bien. Il nous reste 5 minutes. Moi, j'ai une conclusion à faire, mais il en demeure pas moins que je vais vous poser juste une dernière question. Je sais que vous êtes chercheuse régulière au CHUM, vous travaillez sur des projets de recherche, vous travaillez sur des projets de recherche pour le cancer de la prostate, pour la biopsie. Est-ce que vous pouvez juste nous résumer le projet sur lequel vous travaillez qui pourrait avoir un impact dans le futur sur le plan de traitement d'une personne qui a un cancer de la prostate peut-être plus agressif? Bien, en fait, une des choses qu'on utilise, je ne sais pas si vous me permettez de repartager mon écran. Bien sûr. Donc, une des choses qu'on utilise, c'est la spectroscopie Raman. Donc, dans la spectroscopie Raman, ici, là, ce que vous voyez, c'est ce que nous, on voit au microscope quand on voit des cellules cancéreuses. Donc, ça ici, c'est le noyau de la cellule. C'est là qu'il y a tout le matériel génétique qui est contenu dans la cellule. Ça, c'est une glande de cancer. Donc, ça ici, ça serait un patron 3. Et autour, là, on voit les tissus, en fait, qui sont le muscle de la prostate qui fait que la prostate se tient ensemble. Donc, dans la spectroscopie Raman, qui équivaut un peu à de l'écholocation, donc dans l'écholocation, on a un dauphin ou on a une chauve-souris ou un sonar qui va envoyer un son et qui va analyser à quelle vitesse le son revient pour permettre d'identifier à quelle distance sont les objets. Dans la spectroscopie Raman, en fait, on envoie un laser. Et là, en général, quand on envoie un laser rouge sur un mur, bien, la lumière revient rouge, on la voit rouge parce que les photons qui composent la lumière vont revenir à la même longueur d'onde qui ont été émis. Il y a une infime portion des photons qui, au lieu de juste rebondir sur le cancer, en fait, vont interagir. Vous voyez ici, là, ça, c'est comme des molécules chimiques. Et les molécules chimiques, c'est pas inactif. Donc, on a des vibrations dans les molécules chimiques. Des fois, ça bouge de côté, des fois, ça fait comme de l'exercice, des fois, ça fait de l'exercice asymétrique. Et quand la lumière va interagir avec les molécules, ça va modifier en fait la couleur de la lumière. Donc, nous, on capte ces modifications de couleur-là. Et avec ça, on est capable d'identifier un variant agressif du cancer de la prostate, qui est le carcinome intracanalaire de la prostate. Et ce variant agressif-là, ben c'est important de l'identifier justement à cause du pronostic. Mais aussi, on le reconnaît très bien au niveau morphologique, mais parfois, il y a des lésions qui sont entre deux où on n'est pas trop sûr si c'est ça. Mais à ce moment-là, on aimerait ça avoir la spectroscopie Raman qui nous donne les résultats là, pratiquement en temps réel pour identifier les variants agressifs. Et nous, on a réussi à le faire là, avec une précision qui était au-dessus de 95 %. Donc, dans 3 cohortes de patients là, qui étaient différentes. Donc, on espère éventuellement là, être capable de faire plus de tests parce qu'on peut pas, on peut pas à partir d'un seul résultat généraliser des examens. Mais on espère, avec plus de tests, là, être capable de généraliser là, l'utilisation de la spectroscopie Raman pour des diagnostics. Et ça peut être utilisé là, dans plusieurs autres maladies aussi, là, entre autres le cancer du cerveau. C'est fascinant. Merci infiniment. Alors, je reviens, je suis avec vous.
Merci pour cette magnifique présentation-là. Alors, juste en conclusion, rapidement, premièrement, évidemment, pour les participants, partez pas tout de suite, là, votre opinion compte. Et puis, évidemment, vous allez être invités à remplir là, un sondage lorsque vous allez quitter le webinaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Continuer ». Sachez que les questions qui sont en suspens, évidemment, vont être répondues par nos infirmières. Donc, toute question qui, normalement, devrait être adressée par un neurologue, mes infirmières là, sont stand-by pour vous et y répondre. Vous pouvez les contacter. Aussi, sachez qu'on va avoir un prochain webinaire qui s'en vient le 16 mars prochain à 19h. Puis ici, il sera vraiment question de cancer de la prostate et de tests génétiques avec Evan Weber, qui est conseiller en génétique au CUSUM. Alors, soyez des nôtres, surveillez notre site web pour toutes les nouvelles, les nouveaux webinaires qui s'en viennent. De toute façon, vous allez recevoir des infolettes. Parlez-en autour de vous. Et puis, Dr. Trudel, encore une fois, merci infiniment. C'était absolument fascinant. Puis on avait besoin de ce webinaire-là. Vous avez été formidable. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Alors, c'était Marie-Christine Beauchemin pour Procure en parle. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.